Bienvenue et bonjour à tous. Bienvenue sur cette capsule de formation destinée à la pratique du test de vision fonctionnelle par IPRA. Alors pour rappel, du coup, le test de vision fonctionnelle, c'est la deuxième étape qui intervient juste après l'échange de positionnement. C'est une étape complémentaire à l'échange de positionnement, laquelle va permettre d'orienter le bénéficiaire en situation de basse vision ou déficience visuelle, soit vers les ateliers résilience pour lui permettre de cheminer davantage plus loin sur la courbe du deuil, soit si le bénéficiaire est suffisamment avancé sur la courbe du deuil, d'opérer le prêt de la machine à acte universelle dans le cadre par exemple d'un abonnement. Les objectifs sont très clairs, c'est-à-dire que le test de vision fonctionnelle va nous permettre de déterminer le degré de malvoyance de la personne. Indépendamment de ce que la personne peut déclarer comme degré de déficience, le test de vision fonctionnelle va permettre d'objectiver son degré réel de malvoyance à la lumière d'un test empirique qui va mobiliser une suite de petits exercices. Ce test de vision fonctionnelle va aussi révéler, du point de vue de si la personne colle ou pas son œil à l'écran, du point de vue de la manière dont elle reçoit ou non le zoom ou le retour vocal, va permettre de finir de la positionner sur la courbe du deuil. Et enfin, du coup, ce test de vision fonctionnelle, il va permettre de nous guider sans qu'on se rende compte vers un paramétrage au fil de l'eau de la machine à acte universelle pour la vue de chaque personne. Alors c'est parti. À l'issue de ce test de vision fonctionnelle, le professionnel va pouvoir établir le profil de la personne, qu'on va essayer de regrouper en 4 grandes catégories. Les personnes qui sont non-voyantes, les personnes qui sont très malvoyantes, les personnes qui sont malvoyantes et les personnes qui sont faiblement malvoyantes. Et nous reviendrons sur ces catégories à la fin du coup de cette capsule de formation pour se remettre ces catégories bien en tête et bien les distinguer les unes des autres. Mais en attendant, commençons sans plus attendre la première séquence, la première étape du test de vision fonctionnelle, c'est bien évidemment la lecture du clavier, puisque vous avez du coup la machine à acte universelle qui est directement ouverte devant le bénéficiaire, et la première question évidemment qui va vous venir et qui va probablement lui venir aussi, c'est est-ce que vous arrivez à lire les caractères du clavier? Bien sûr, puisque sur la machine à acte universelle, ce clavier il est en lettres blanches sur fond noir, mais il pourrait être également en couleur noire sur fond blanc, puisque ce sont des autocollants qui sont appliqués directement sur le clavier. Notez qu'il y a aussi d'autres couleurs envisageables, mais que le jeu de contraste qui est choisi par défaut peut ne pas convenir à la personne en fonction de sa déficience visuelle, auquel cas il est important de le repérer d'emblée, éventuellement de lui indiquer que d'autres jeux d'autocollants et donc d'autres jeux de contraste et de couleurs sont possibles pour le clavier physique directement. La deuxième étape du test de vision fonctionnelle va consister à faire repérer la touche flèche bas par le bénéficiaire. Pour cela, on va lui demander de passer sa main sur le clavier directement et on va lui poser la question pour savoir s'il arrive à sentir les butées adhésives sur certaines touches. Et notamment, on va lui demander de sonder plutôt la partie droite de son clavier. Et évidemment, la touche flèche bas, elle, est recouverte d'une petite butée adhésive, une petite butée en plastique, sur épaisseur, qui permet tactilement de repérer cette touche. Et on va la faire repérer au doigt, et on va en profiter pour expliquer à la personne qu'il s'agit là d'une touche, comme pour changer de programme, en fait, sur la télévision, sur la télécommande de la télévision, et que flèche bas va permettre de descendre finalement sur une liste verticale, tandis que la touche qui est immédiatement au-dessus, flèche haut, va permettre, elle, de choisir des programmes qui sont plus hauts dans la liste, comme passer de la chaîne 2 à la chaîne 1 par exemple, tandis que les flèches qui sont immédiatement à gauche ou à droite de la flèche bas vont elles permettre évidemment de se déplacer de la droite ou de la gauche, comme si en fait l'ordinateur se présentait sous la forme d'un petit damier. En fait on circule d'une case à une autre d'un damier ou d'un échiquier si les personnes sont familières des échecs ou du jeu de dames. Et donc voilà, ça nous permet déjà de voir si la personne a une sensibilité tactile, si elle peut bien sentir bien les touches, c'est important, parce que certaines personnes âgées peuvent parfois l'avoir perdue, notamment suite à certains AVC. Et donc ça permet également de vérifier que la personne commence à identifier d'emblée les touches importantes pour la suite du test de vision fonctionnelle.
Troisième étape, bien sûr, du test de vision fonctionnelle, c'est la luminosité. Beaucoup de pathologies visuelles se traduisent par une photophobie, c'est-à-dire une forte sensibilité à la lumière, et donc baisser la luminosité de l'écran est alors primordial. Si on se retrouve comme ceci devant l'écran d'accueil de son ordinateur, baisser la luminosité va passer par cette touche-là directement et par cette petite jauge que l'on va baisser progressivement jusqu'à temps que la personne déclare ne plus être agressée par la luminosité de l'ordinateur. En effet, la photophobie, c'est essentiellement l'hypersensibilité à la lumière qui peut aller jusqu'à ce que des personnes ne la tolèrent pas du tout. Elles doivent parfois fermer les rideaux ou occulter complètement toute source de lumière chez elles, ça c'est les cas les plus extrêmes. Mais donc la luminosité de l'ordinateur et de l'écran en particulier peut les agresser, donc ça fait partie évidemment des premières choses à évidemment régler et détecter dès lors que vous êtes en test de vision fonctionnelle. Et on demande toujours, étape après étape, pour savoir si la personne est toujours éblouie ou toujours agressée visuellement, même après avoir baissé la luminosité de façon maximale. L'étape juste après, la quatrième étape du test de vision fonctionnelle, c'est l'inversion de couleur. Après avoir baissé la luminosité, on va opérer du coup une inversion de contraste directement. Inversion de contraste et non de couleur. Je fais cette distinction parce que généralement les professionnels confondent ces deux termes. J'ai commencé par dire le premier pour finalement utiliser le second pour justement bien distinguer les deux. Une inversion de contraste, c'est ce qui permet, dans le panneau de configuration IPRA que je viens d'ouvrir, qui est sur le bureau, je le remontre une fois, sur le bureau ici, c'est la possibilité d'opérer une inversion des couleurs directement ici, en cochant et en décochant cette petite case. Notez qu'il est possible de le faire par le panneau de configuration, mais il est possible également de le faire par l'intermédiaire de raccourcis clavier, on le verra juste après. Après avoir opéré du coup cette inversion de couleur, on demande à la personne si elle est plus confortable comme ceci, si le cas échéant, on va conserver évidemment ce paramétrage pour la suite du test de vision fonctionnelle. En fait, les contrastes élevés ou l'inversion des couleurs va finalement concerner des personnes qui ont une intolérance à certaines couleurs, et en fait c'est beaucoup de pathologies visuelles qui sont concernées. Si vous voulez éviter d'utiliser le panneau de configuration, du coup pour ce faire, vous pouvez aussi utiliser la touche IPRA plus I sur votre clavier, comme ceci, la touche IPRA étant immédiatement entre FN et Alt à gauche en bas de votre clavier. Et donc ce faisant, vous pourrez avec un simple raccourci clavier faire exactement la même chose que ce que vous faites par le panneau de configuration aujourd'hui. La déficience visuelle peut se traduire également par une intolérance à certaines couleurs. Et dans ces cas-là, il faut simplement se contenter de mentionner qu'il est possible de créer des thèmes de couleurs sur mesure pour des intolérances fines de couleurs. Mais alors, dans ce cas-là, c'est pas dans le test de vision fonctionnelle que ça se fera, mais ce sera le médiateur numérique de chez IPRA qui le réalisera lors de la première séance de personnalisation qui permet précisément de paramétrer finement la machine à réactivité universelle pour chaque vision. Il est possible de s'adapter à toutes les intolérances de couleurs, c'est juste une question technique, et dans ce cas, il faut effectivement un médiateur numérique appuyé par un service technique pour pouvoir faire les choses de façon chirurgicale. L'étape d'après du coup du test de vision fonctionnelle, c'est celle du pointeur. On va évidemment poser la question à la personne de savoir si elle distingue le pointeur en l'état. Si ce n'est pas le cas, on va pourquoi pas effectivement se réserver la possibilité de proposer d'autres couleurs pour le pointeur, par exemple du rouge. Si on prend encore une fois par le panneau de configuration, ça se règle exclusivement par le panneau de configuration, il n'y a pas de raccourci clavier pour ce faire. On peut régler la taille du pointeur également de cette façon-là. Voilà, et on va tester différents jeux en fait de couleurs et de taille pour vérifier que la personne distingue bien le pointeur. Et chose très importante, on va faire pointer par la personne avec son doigt à chaque changement de taille ou de couleur.
Pourquoi? Parce que la personne peut vous dire oui, je vois bien le pointeur, mais en fait, il se peut qu'elle le voit à un endroit différent de vous. Et donc, auquel cas, on va lui faire pointer avec son doigt l'extrémité de la flèche pour s'assurer qu'elle le place bien et le situe bien, ce pointeur, au même endroit que nous, directement. Donc voilà, ça va commencer à nous donner des informations plus précises sur des troubles visuels, éventuellement de vision centrale, ou pour les troubles neurovisuels, des choses qui empêchent justement de distinguer les éléments aux endroits où ils se trouvent effectivement. Par la suite, effectivement, si la personne ne parvient toujours pas à voir le pointeur, il est possible d'activer du coup le localiseur de pointeur. Voilà. Donc pour ça, il existe aussi effectivement un raccourci clavier de cette façon-là. Cela peut se faire également par le panneau de configuration, de cette façon-là. Vous voyez, sur la partie souris, il existe ici, sur la partie souris, il existe la possibilité d'activer ou de désactiver le localisateur de pointeur de cette façon-là, directement. Et si vous souhaitez le faire directement par le clavier, vous pouvez utiliser la touche IPRA plus P. Voilà. Si malgré tout cela, la personne ne distingue toujours pas, ou alors si la personne arrive à distinguer le pointeur, il s'agit maintenant de s'assurer qu'elle arrive bien à lire le contenu écrit qui figure à l'écran. Et pour ce faire, du coup, on va là aussi passer par le panneau de configuration. Et on va proposer de grossir la taille des polices. Alors par défaut, vous allez être sur 14, 15 sur la machine à axe universelle. Donc vous pouvez augmenter nous, on vous conseille de ne pas aller au-delà de 18, parce qu'à partir de là, c'est plutôt le zoom qui va être efficace. Et dans les applications au-delà de 18, parfois ça peut être un petit peu handicapant selon la charge d'écrit qu'il peut y avoir comme sur un navigateur internet. Donc on vous conseille plutôt de conserver 18. Et là on voit si avec cette taille de police la personne arrive à lire en fait ce qui se trouve sous le pointeur, et on va la faire lire du coup comme un opticien le ferait du coup sur un panneau de jeu à lire ou de lettres à lire. Et on va du coup vérifier si elle arrive à lire ce qui se trouve sous le pointeur directement. Ça va nous donner des informations précieuses. Et si elle n'arrive toujours pas à localiser le pointeur ou à lire du coup la taille des polices et ou à lire la taille des polices, eh bien on va du coup passer à l'étape du zoom. Alors pour zoomer, effectivement, il existe des raccourcis clavier, là encore, qu'on peut vous mentionner tout de suite parce qu'ils sont très pratiques. C'est la touche IPRA, flèche haut et flèche bas, ou la touche IPRA, maintenue enfoncée évidemment, la touche IPRA toujours maintenue enfoncée, et la molette de la souris vers l'avant ou vers l'arrière, ou flèche haut et flèche bas vers l'arrière. Donc je maintiens la touche IPRA enfoncée, j'appuie une fois pour zoomer, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, voilà. 8 fois, ça va être la limite un peu critique, à partir de laquelle on sait que le retour vocal, en pratique ça peut être 6 à 8 fois, limite critique à partir de laquelle on sait que le retour vocal va être nécessaire. Nous on le sait en tant que professionnel, mais on n'est pas nécessairement obligé on est même tenu de ne pas le mentionner tel quel par la personne, parce que l'acceptation du retour vocal va poser des questions que l'on verra un petit peu plus loin. Toujours est-il que si avec un zoom x6 ou x8, la personne n'est toujours pas à l'aise pour lire ce qui se trouve sous le pointeur, on va continuer à lui poser la question. Est-ce que vous arrivez bien à distinguer ce qu'il y a sous le pointeur? On va lui demander de lire. On va vérifier qu'elle ne colle pas l'œil à l'écran, que sa posture ne varie pas, et que du coup elle a une vitesse de lecture qui est normale. Ce seront autant d'indices qui nous permettront de vérifier qu'elle est effectivement à l'aise dans cette configuration visuelle. Si d'aventure elle ne l'était toujours pas, eh bien dans ce cas-là, on va effectivement passer à l'étape d'après du zoom, qui était celle-là. On va passer à la lecture sous la souris. Sur un zoom contenu entre x4 et x12, enfin plutôt x6 et x12 en pratique, il sera utile dans le test de vision fonctionnelle d'introduire la fonction lecture sous la souris. Alors comment ça marche? Ça c'est la partie vocale du coup. Et il est possible, du coup, en activant le lecteur d'écran, il est possible, comme vous le voyez, d'activer la lecture sous la souris. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on déplace son pointeur à un endroit, eh bien, l'ordinateur nous lit le texte qui figure sous la souris.
Voilà. Et ce faisant, en fait, la lecture sous la souris, ça va nous permettre, évidemment, de vérifier dans quelle mesure ce que ça apporte un vrai confort vocal à la personne. Supposons que l'on s'est arrêté à un zoom x6. On va introduire le retour vocal comme un outil d'assistance visuelle ou de confort visuel qui va permettre à la personne de se sentir tout simplement à l'aise avec la lecture. Si on a observé qu'elle avait tendance à rapprocher son œil de l'ordinateur, modifier sa posture, froncer les yeux, etc., autant de démarches qui témoignent de la nécessité de forcer sur sa vue, eh bien, la lecture sous la souris va lui permettre de fluidifier tout simplement sa lecture, d'introduire le retour vocal comme un outil de confort visuel, même si on a pour idée que la personne va peut-être l'utiliser à titre principal, on va toujours l'introduire comme un outil de confort et comme un outil complémentaire à la vision, de manière à faciliter également le processus de cheminement sur la courbe du deuil ou d'acceptation du deuil, de la perte visuelle pour la personne, car renoncer au visuel pour le vocal, c'est une substitution, c'est un pas à franchir que beaucoup de personnes ont potentiellement du mal à franchir au début, et donc il s'agit de ne pas les brusquer dans cette étape-là. Dans cette démarche-là, vous voyez, il sera possible de proposer différentes voies. Voilà, pour favoriser l'acceptation de la voix, on pourra suggérer l'idée d'avoir effectivement une voix de femme, par exemple, plutôt qu'une voix d'homme, si ça convient mieux à la personne. On pourra suggérer également de ralentir la vitesse de la voix. Voilà, typiquement pour une introduction du numérique pour une personne âgée ou pour une personne primo-accédante, on va évidemment privilégier tout de suite l'introduction du retour vocal sous cette forme-là, c'est-à-dire avec une vitesse de lecture qui sera lente. Et ça va favoriser évidemment le recours au retour vocal, l'acceptation du numérique au sens large, au sens où la personne va se dire oui, bon bah j'ai toujours la partie visuelle, même si ça se dégrade, hein, parce qu'on sait que la plupart des pathologies visuelles sont dégénérescentes, évolutives, même si ça se dégrade, on pourra dire à la personne, bah vous savez, voilà, au moins vous avez quelque chose qui vous permettra de rester autonome, quelle que soit l'évolution de la situation, évidemment, ce qu'on ne lui souhaite pas, mais c'est important d'anticiper dans ce genre de configuration pour pas se retrouver dos au mur, et donc agir en prévention de perte d'autonomie. Voilà, vous pouvez directement désactiver le retour vocal par l'intermédiaire du panneau de configuration, comme ceci. Et donc voilà, ça c'est le retour vocal effectivement, et vous voyez, on est presque arrivé finalement au terme hein, de ce test de vision fonctionnelle, en réglant le type de voix d'homme, voix de femme, ainsi que la vitesse, pour s'adapter directement au bénéficiaire. On demande toujours à chaque étape si la voix du vocal va mieux comme ceci ou comme cela. On montre finalement que l'outil s'adapte à la personne et que ce ne sera pas à la personne de s'adapter à l'outil, ce qui est très important du point de vue de l'appropriation du numérique pour cette personne. Comme on le disait tout à l'heure, l'acceptation de l'assistance vocale peut représenter un défi pour un certain nombre de personnes. Les personnes qui n'auraient pas encore complètement cheminé sur la courbe du deuil sont encore en phase d'acceptation pour une partie d'entre elles, gardez toujours cela en tête, de ce qui leur arrive. Et donc, il est important de ne pas brusquer et donc, encore une fois, d'introduire le retour vocal, de faire accepter le retour vocal en tant que soutien visuel à titre ponctuel, même si la personne l'utilise de façon quasi exclusive. Vous avez toujours également des raccourcis clavier très utiles qui vous permettent de faire tout ce qu'on a fait tout à l'heure au panneau de configuration. La touche IPRA maintenu enfoncé plus L comme lancer le retour vocal. La touche IPRA maintenu enfoncé plus une fois Q pour quitter, Q comme quitter le retour vocal. Et avec ce test de vision fonctionnelle, vous voyez, on a rapidement établi quel était le profil de malvoyance de la personne. Est-ce qu'il s'agit du coup, d'un retour vocal, d'un non-voyant qui va utiliser du vocal à 100%, mais qui ne l'aurait pas forcément accepté, et qui donc va utiliser le clavier pour se déplacer à l'écran principalement. Est-ce que c'est quelqu'un de très malvoyant qui va utiliser majoritairement du vocal, parfois couplé à du visuel, beaucoup clavier, parfois la souris? Ou alors est-ce qu'on est sur quelqu'un qui va utiliser du visuel avec pas ou peu de soutien vocal, majoritairement de la souris, peu de clavier,
Ou alors, est-ce qu'on est sur quelqu'un de faiblement malvoyant qui se suffit des aides techniques visuelles, voire d'un petit niveau de zoom ou d'inversion de contraste, et qui dans ce cas-là n'aura pas besoin d'aides techniques plus développées que cela, en tout cas pour le moment, et dans ce cas c'est bien qu'ils sachent que des possibilités plus approfondies existeront par la suite. Avec ça, vous pouvez, en fonction de ce que vous avez constaté sur l'acceptation du vocal, ce que la personne vous répond, ce qu'elle arrive effectivement à lire entre ce qu'elle déclare et ce qu'elle sait effectivement lire, la manière dont elle colle ou non l'œil sur l'écran ou approche son regard de l'écran, vous allez pouvoir affiner du coup votre position sur la courbe du deuil pour cette personne. Voir effectivement si elle est toujours à l'état de choc, de remise en question, ou si elle a commencé l'acceptation, la remobilisation et l'engagement. Ça va vous permettre effectivement d'essayer de la positionner sur cette courbe du deuil, ce qui va vous permettre en fait de déduire la posture à adopter. Sur un état de choc, on va plutôt informer la personne des possibilités. Sur la remise en question, on va essayer de guider, on va essayer d'appuyer par un soutien psychologique ou socio-psychologique. Tandis que sur la remobilisation, la personne aura besoin d'être encouragée. Et donc dans ce cas-là, tout ce qu'elle aura pu faire par elle-même lors de tests de vision fonctionnelle, ce sera à valoriser, à célébrer, à véritablement positiver pour que la personne reprenne confiance en elle, puisqu'elle est du coup dans ce moment-là de la courbe du deuil, et donc la pousser vers l'avant est du coup effectivement très précieux. Si la personne n'est pas prête, qu'elle n'a pas encore assez cheminé sur la courbe du deuil, inutile du coup d'introduire finalement plus loin même la possibilité d'accompagnement par un médiateur numérique spécialisé sur le handicap visuel ou d'un prêt d'équipement, puisque la personne n'est pas prête, elle a encore besoin de cheminer. Dans ce cas-là, vous pouvez lui proposer de rejoindre gratuitement les ateliers téléphoniques Résilience par petits groupes de personnes touchées par la déficience visuelle. Elles vont échanger avec des ambassadeurs de l'autonomie, des gens qui ont cheminé sur la courbe du deuil. Ça permet de se sentir moins seul, ça permet également de comprendre que d'autres sont passés par les mêmes difficultés, les mêmes situations difficiles, et donc de reprendre aussi confiance et de reprendre un peu courage par rapport au fait qu'il existe des perspectives concrètes de maintien de l'autonomie au quotidien, et donc ce sera effectivement très précieux ce type de préconisation. Si vous avez du mal à positionner la personne sur la courbe du deuil parce que tout cela est nouveau pour vous, on a fait ce petit tableau de synthèse à la fin de cette capsule vidéo qui permet du coup de déduire la description de l'état de la position sur la courbe du deuil. Les personnes sous choc vont être dans le déni, parfois en colère, rapport non stabilisé à cette situation, elles vont être souvent fortement dépendantes à un aidant. Celles qui commencent à remettre en question leur situation vont être parfois tristes, parfois déprimées, et elles vont toujours dépendre à un aidant, mais avec un début de recherche d'émancipation. Et celles qui sont en remobilisation et en engagement commencent à accepter leur situation, recherchent des solutions, recherchent de l'émancipation, ont besoin d'être encouragées, positivées, et jusqu'à temps qu'elles s'engagent du coup par elles-mêmes sur le chemin de l'autonomie. Le tableau de synthèse entre les différents degrés de situation visuelle, si vous avez du mal à distinguer entre les deux, ce petit tableau de synthèse vous aidera à distinguer entre les différents profils. Vous pouvez effectuer une capture d'écran si besoin de cette capsule de formation, ou alors mettre sur pause avec la touche espace pour en prendre connaissance. Il y a 5 critères et donc en fonction, vous pourrez facilement déduire le profil de sévérité de perte visuelle de la personne que vous avez en face de vous. Voilà, c'est fini pour cette capsule de formation. Merci à tous de l'avoir suivi. Et puis, excellent test de vision fonctionnelle à vous. Et on vous souhaite évidemment tout le meilleur pour accompagner au mieux ces personnes qui ont besoin de nous et de notre communauté au quotidien pour rebondir. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.